Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre et votre podcast du jour est animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, l'Ordre des experts comptables dénonce une déshumanisation de l'administration et appelle à des réformes. Philippe Nieus, expert comptable chez Etax, nous expliquera en quoi les dysfonctionnements de l'administration fiscale compliquent leur travail. Beaucoup d'entre eux ne respectent plus le code des impôts et font un peu à leur guise, ce qui entraîne d'office d'abord un surcoût de travail pour nous parce qu'on est obligé de réclamer. Nous parlons également de la relation entre la direction d'Audi Forêt et les syndicats qui ne s'améliorent pas du tout. La CNE envisage même d'attaquer Audi en justice, ce qui serait une première, comme l'explique Jérôme Aubertin, avocat spécialisé en droit du travail. Non, c'est pas quelque chose de courant, mais il faut dire aussi que c'est pas très courant qu'un employeur veuille fermer son site et qu'il ait identifié tout de suite un repreneur. Les changements opérés par Moody's, le double choc subi par les marchés boursiers et encore les solutions pour éviter la crise budgétaire à la une du Trends Tendance. Restez bien à l'écoute. Z sur 7 à la une. Expert comptable depuis 32 ans, Philippe Nieus gère avec son équipe les comptes d'une centaine de sociétés. Comme d'autres collègues, il considère les pannes du ministère des Finances comme inadmissibles et déplore la détérioration des relations avec certains contrôleurs fiscaux. Philippe Nieus, expert comptable chez Etax. Beaucoup d'entre eux ne respectent plus le code des impôts et font un peu à leur guise, ce qui entraîne d'office d'abord un surcoût de travail pour nous parce qu'on est obligé de réclamer. On va en réclamation. Le service de réclamation a une fâcheuse tendance maintenant à maintenir les taxations sans réellement justifier correctement le pourquoi, ce qui oblige le citoyen ou le contribuable à devoir aller devant les tribunaux. L'administration compte sur le fait que les citoyens n'iront pas devant les tribunaux pour maintenir leur taxation. Face au mal-être de ses membres, marqués par les burn-out, les départs ou encore les abandons de carrière, l'Ordre des experts comptables déplore la déshumanisation de l'administration fiscale, invoquée sous couvert de numérisation et de lutte contre la fraude. Emmanuel Degrève, vice-président de l'Ordre des experts comptables. Vous êtes face à un mur, celui de l'administration fiscale. Vous n'avez plus d'interlocuteur, vous n'avez plus de contrôleur, vous n'avez plus de téléphone, vous n'avez plus d'email, je dirais, personnel. En fait, vous parlez à un mur et c'est le mur qui vous répond. L'Ordre lance un appel à la future majorité fédérale en ciblant notamment le prochain ministre des Finances. Les professionnels du secteur sont prêts à entamer des actions de grève à leur façon s'il n'y a pas un effort conséquent de la part du gouvernement. La première action qu'on risque de faire, c'est de ne plus envoyer de déclarations TVA. En réalité, c'est pas qu'on ne va plus les envoyer, c'est qu'on va envoyer des néants. Si on envoie des déclarations TVA néant, forcément, les contribuables ne peuvent plus payer leur TVA puisqu'ils ne savent pas combien ils doivent payer et donc il y aura un stop dans le flux de la trésorerie et peut-être qu'alors on va être considéré. D'ici le 20 janvier, les déclarations TVA du 4e trimestre doivent être soumises, ce qui laisse 3 mois au parti de la future majorité fédérale pour essayer de résoudre ce différend avec les professionnels du chiffre. Z sur 7 à la une. Les syndicats et la direction d'Audi Forêt vivent une période de tension extrême. La direction reste silencieuse sur le repreneur potentiel du site. La CNE a annoncé hier qu'elle envisageait d'attaquer Audi en justice, ce qui est une première. Jérôme Aubertin, avocat spécialisé en droit du travail. Non, c'est pas quelque chose de courant, mais il faut dire aussi que c'est pas très courant qu'un employeur veuille fermer son site et qu'il ait identifié tout de suite un repreneur. Si vous pensez aux grandes fermetures qui ont eu lieu, que ce soit des sites de Ford ou encore de Caterpillar, mais il n'y a toujours pas aujourd'hui de repreneur. La CNE soutient que la direction ne respecte pas ses obligations concernant la phase 1 de la loi Renault. Cependant, selon notre expert, la direction de l'usine applique correctement la procédure relative au licenciement collectif. La première obligation, c'est celle de remettre un rapport écrit.
Obligation remplie. Deuxième obligation, c'est celle de se réunir avec les représentants des travailleurs. C'est quelque chose qui est fait également. Ensuite, donc, la direction, répondre aux questions, aux arguments et contre-propositions qui sont formulés par les représentants des travailleurs, et c'est ce qui est en train d'être fait. Néanmoins, l'énervement des syndicats reste légitime puisque des milliers de familles de travailleurs sont affectées par cette situation. Mais alors, la menace de la CNE sera-t-elle mise à exécution ? Et surtout, quelles sont les chances qu'elle réussisse ? Jérôme Aubertin à nouveau. Tout au plus, à mon avis, que le tribunal leur octroie le droit d'obtenir une vue sur effectivement l'identité des acheteurs qui se sont manifestés pour le site. Mais de nouveau, que vont-ils faire, les représentants des travailleurs, avec l'identité des acheteurs ? Les syndicats et la direction se sont à nouveau rencontrés ce matin à Forêt afin de discuter du plan social. Les journalistes ont patienté devant les grilles de l'usine, mais aucune information n'a encore été communiquée. Z sur 7 à la une. Quelques jours après la Belgique, Moody's a décidé de changer la perspective de la Flandre, de la Wallonie et de la FWB, passant de stable à négative. Cette décision paraît cohérente au vu de la structure du pays. Bernard Keppen, chef économiste chez CBC Bank. Le gouvernement qui est en gestation, enfin on l'espère, doit absolument régler ce problème de la dette, c'est-à-dire réduire les dépenses de l'État. C'est indispensable, d'autant plus que l'on a des règles à respecter au niveau de l'Europe et nous sommes sous le regard vigilant et même à un moment donné peut-être contraignant de la part de la Commission européenne. Donc ça veut dire réforme indispensable, réforme du marché de l'emploi, réforme de la structure des pensions, diminution des dépenses de l'État. Avec une dette publique dépassant 106% du PIB, la Belgique doit allouer une part considérable de ses ressources au remboursement de ses créanciers. De plus, notre déficit budgétaire suscite des inquiétudes. En 2024, il est estimé à environ 5,4% du PIB, ce qui est bien au-delà de la limite de 3% recommandée par l'UE. Le risque, c'est si on a vraiment une dégradation du rating de la Belgique, c'est-à-dire un coût de financement qui pourrait augmenter alors qu'on a déjà un problème de dette. Donc c'est un risque énorme pour la Belgique d'avoir cette dégradation des conditions de financement, donc des difficultés d'attirer des investisseurs parce qu'il y a un risque plus élevé sur la Belgique. Imaginons l'avenir. Notre évaluation actuelle est de AA3. Une baisse d'un cran entraînerait des répercussions financières. Les taux d'emprunt seraient rehaussés, alourdissant ainsi le coût du financement de sa dette. C'est une situation qui aurait déjà dû toucher notre pays. Selon certains, les agences de notation sont trop indulgentes envers la Belgique ou encore la France. Bernard Keppen toujours. Aujourd'hui, tenant compte de l'impact et surtout des niveaux d'endettement de ces États, que ce soit la France ou la Belgique, une dégradation du rating aurait été totalement justifiée. Moody's souligne toutefois la capacité du pays à résister aux chocs Covid et pétroliers suite à la guerre en Ukraine, tout en s'inquiétant de sa sensibilité aux chocs économiques à venir. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert boursier vient analyser le cours des marchés. Aujourd'hui, Jérôme van der Bruggen de la banque Degroof Petercam. Cette semaine, le marché est secoué. Il continue d'assimiler le double choc. D'une part, les commandes décevantes de ASML. L'entreprise tech a publié en avance les résultats du groupe, ce qui a pu être perçu comme une erreur. C'est très rare qu'une entreprise publie ses résultats pendant la séance boursière. En général, ce que font les entreprises, c'est qu'elles les publient soit juste après la séance ou soit très très tôt le matin, afin de donner l'occasion aux analystes financiers de regarder les chiffres et de pouvoir répondre au prix, au développement du prix pendant les séances. Là, ce qui est arrivé, c'est que on a publié les résultats, les analystes les ont vus en même temps que tout le monde, et donc c'était difficile d'interpréter. Vous avez dit, vente panique, c'est un secteur très volatile, donc les mouvements qu'on a vus, c'est souvent dans les secteurs des semi-conducteurs. Ce n'est pas la première fois que le marché s'inquiète pour ASML. En juillet, nous avons connu une situation similaire. Ces réactions démontrent le poids du groupe sur l'industrie. Alors, ASML, c'est vraiment une des plus belles boîtes d'ingénierie européennes, c'est le fabricant clé des machines qui font les semi-conducteurs, et ces semi-conducteurs nourrissent nos smartphones, tous nos outils digitaux, mais aussi tous les centres
qui travaillent à l'amélioration de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment un secteur qui est en ligne de mire du marché pour l'instant. Et lorsque donc le meilleur fournisseur de machines-outils pour ce secteur vient avec ce type d'informations, bien sûr, tout le monde extrapole, tout le monde analyse. Certains se demandent s'il s'agit de la fin du cycle des semi-conducteurs. Je pense pas. Je pense que c'est une séquence qui peut-être date encore d'une affaire du Covid, je dirais, pour faire simple et court, peut-être trop court. Mais à cette époque-là, la demande était tellement forte que beaucoup des clients de ASML commandaient très longtemps à l'avance et faisaient de très grosses commandes, parfois en se disant on verra, comme ça on place la commande et elle est dans le carnet de commandes d'ASML. Période de lockdown, etc. Et je pense qu'on est en train de voir une partie de la normalisation de cette affaire-là. Il y a aussi un peu dans cette affaire des tensions peut-être géopolitiques qui viennent s'en mêler. Vous savez que le carnet de commandes d'ASML jusqu'à peu était très chinois. La moitié du carnet de commandes était chinois. Et là, on est aussi en train de se normaliser. Beaucoup de gens extrapolent en disant c'est parce qu'il va y avoir des mesures américaines pour bloquer la vente de machines d'ASML. Pardon, la vente de produits d'ASML vers la Chine. Donc on mêle ça à des tensions géopolitiques. Je pense que c'est vraiment un surplus de commandes qui est en train de se normaliser. En ce qui concerne le deuxième choc, il s'agit de LVMH. Sa chute a entraîné des réactions sur le secteur du luxe. La faiblesse de ce secteur peut être liée à plusieurs facteurs. La prudence du marché chinois pourrait en être une des causes, puisqu'il y a un ralentissement du consommateur chinois pour lequel le gouvernement tente de prendre des mesures. LVMH, cette fois-ci dans les règles, donc en temps normal, annonçant une baisse de son chiffre d'affaires, en particulier pour la première fois depuis le Covid, où il y a eu des choses anormales qui se sont passées, une baisse du chiffre d'affaires dans la division phare d'ASML, qui est tous les produits en cuir. Et ça, c'est, disons, quelque chose qui a particulièrement choqué le marché, parce que c'est la plus grosse division de LVMH. Et tout le monde pense que c'est le début d'un ralentissement du secteur du luxe. Ce début de la saison des résultats doit être évalué en tenant compte de plusieurs facteurs. On débute la saison des résultats. Mois d'octobre, on est en train de parler des résultats pour le troisième trimestre de cette année. Normalement, il devrait être bon. Ce n'est pas parce que ces deux entreprises viennent avec ce type d'annonce et qu'on a ce type de réaction boursière qu'il faut extrapoler une mauvaise saison des résultats. Et vous remarquez que les deux ont à voir avec la Chine, surtout LVMH. Ça a à voir avec ce ralentissement chinois pour lequel, justement, comme je le disais, des mesures sont en train d'être prises. Moi, j'ai confiance que ce sont des annonces temporaires, en partie de normalisation et aussi de choses qui sont connues de ralentissement du consommateur, qui ne présagent pas d'une mauvaise saison. À la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête. Un journaliste en dévoile les coulisses. Pour terminer cet épisode, la rédaction du Trends Tendance s'est penchée cette semaine sur les solutions pour éviter le désastre financier. Cependant, l'enquête réalisée par Baptiste Lambert, journaliste en charge de ce dossier, révèle qu'il y a peu de propositions concrètes. Il répondra à ce sujet en 3 questions clés. Premièrement, nous savons que les fonds sont épuisés, notamment au niveau communal. Oui, alors la parenthèse, si vous voulez, des élections s'est refermée, mais on voit que les problèmes, en fait, demeurent. Et donc, si vous voulez, au niveau communal, il y a un problème de fond, c'est qu'elles puisent de plus en plus dans leur bas de laine et qu'elles ont de plus en plus de mal à équilibrer leur budget. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, les dettes des communes wallonnes, c'est 9 milliards d'euros. Et le problème, en fait, se pose surtout dans les grandes villes. Par exemple, une ville comme Liège, c'est 1 milliard d'euros de dettes. Ensuite, il est primordial de réduire les dettes, et pour cela, quelles seraient les mesures concrètes ? Oui, mais donc c'est tout l'objet du dossier, mais donc il n'y a pas 10 manières de régler un budget. C'est soit on augmente les impôts, bon là, quelle que soit la couleur politique, c'est pas vraiment le chemin qu'on veut prendre. Et sinon, il y a effectivement baisser les dépenses. Alors là, il y a trois niveaux, si vous voulez. Soit on va puiser dans les effectifs, ou alors dans le fonctionnement des structures communales, ou alors encore dans les missions. Et donc dans les effectifs, évidemment, c'est un peu impopulaire, mais si vous voulez, on sait que 30% des effectifs de toutes les administrations de la Belgique se trouvent au niveau communal. Et il y a un déséquilibre au niveau wallon et au niveau flamand. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose, même si c'est impopulaire. Et au niveau des fonctionnements, encore un point, c'est qu'on parle souvent de la fusion des CPAS et des communes, qui peut aussi générer des économies d'échelle. Et puis enfin, la fusion des communes. Bon voilà, ça a eu peu de succès. Depuis 1977, il y a juste Berton et Bastogne qui ont décidé de fusionner.
Finalement, il faudrait alors diminuer les dépenses autant au régional qu'au fédéral. Ben oui, mais donc dans ce dossier, on a donné la parole à Jacqueline Galland, qui est donc la ministre de la fonction publique. Et là, elle est venue avec un plan donc, pour rationaliser le tout. Bon, la grande promesse, c'est qu'il n'y aura pas de licenciement sec. Par contre, il n'y aura pas de remplacement de ceux qui partent à la retraite. Et alors, comme vous l'avez dit, au fédéral, ben là, évidemment, c'est la mère de toutes les batailles. On connaît les problèmes dans les soins de santé, dans la pension qui pèse. Et donc là, il y a les réformes structurelles dont on parle. Et il y a aussi, évidemment, le taux d'emploi qui doit absolument grimper. Et à cet égard, les agences de notation qui sont en train de nous observer en ce moment, ça sera important pour elles. Un numéro à retrouver aujourd'hui dans le Trends Tendance. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve demain pour vos analyses quotidiennes. Le Think Tank Itinéra, avec Joël Van Cotter, analysera la relation entre l'innovation descendante et ascendante. En attendant, restez bien à l'écoute de l'astuce en cybersécurité de la CCB. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Miguel du Centre pour la cybersécurité belge. Aujourd'hui, quelques informations supplémentaires sur la nouvelle législation relative à la sécurité des réseaux et de l'information pour les entreprises et les organisations de notre pays. Presque chaque jour, dans notre pays, une entreprise est victime d'une attaque cyber grave. C'est pourquoi une nouvelle législation sur la sécurité des réseaux et de l'information a été adoptée au niveau européen et national. Pour environ 2500 entreprises et organisations de notre pays, 4 choses sont rendues obligatoires. 1. L'enregistrement des entités NIS2 auprès du gouvernement. 2. La déclaration obligatoire des incidents significatifs. 3. La prise de mesures de sécurité appropriées en fonction d'une analyse des risques. Et 4. La formation de la direction et du personnel. Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, rendez-vous sur atwork.saveonweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.